les organismes sont comme dans leur prime, là, ils sont comme wouhou! Exact. Ils sont prêts à faire la guerre, tu sais. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc faites ça avec modération, s'il vous plaît. Pouvoir voir justement si tout ce que tu me dis, c'est pas du bullshit. Ben, tu sais, il y a tout le temps un 50% de bullshit, hein. Il faut vendre notre produit, il faut vendre la personne, hein, c'est ça, c'est genre dur, hein. Tu sais, la magie de la caméra, hein, c'est ça. Tu sais, ça paraît pas sur la caméra en ce moment, mais j'ai 10 kilos de plus, hein. Ouais, exactement, en plus. Rallier la chaîne, tous les maillons ensemble pour les faire communiquer, pour avoir une meilleure compréhension globale de notre secteur. Trouver des boulangers qualifiés, c'est très dur en ce moment au Québec. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Bienvenue à tous, vous écoutez actuellement la deuxième partie du premier épisode de Ferment Mind. Pour une meilleure compréhension, nous vous recommandons vivement de suivre les parties dans l'ordre chronologique. Bon visionnage. Vu tous les sujets qu'on a pu aborder de façon vraiment très intéressante, là je te propose de passer à la rubrique numéro 2, la levée des mystères. Quel bon jeu de mots. Exactement, il faut faire. J'adore. C'est ça, un podcast sur la boulangerie, il faut quand même que je fasse des petits comparatifs, des comparaisons. Ils sont incroyables. Moi, je fan numéro 1. Hein. Je merci beaucoup, ça me touche. Et justement, donc dans cette rubrique, on va essayer de rentrer un peu plus en détail dans tous les sujets dont on a parlé, et puis parler d'autres sujets avec un peu plus de profondeur. Là, je voudrais revenir, on a parlé de coopératives, on a parlé d'artisanat, mais surtout de produits bio. Travailler avec des produits bio pour faire des pains plus nutritionnels. Pour toi, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça veut dire vraiment et même qu'est-ce que ça coûte, parce qu'au niveau du travail, c'est pas la même façon de voir ton travail. En fait, c'est pas une vérité vraie. Tu sais, c'est pas 100% des aliments bio vont être plus nutritifs. C'est pas vraiment ça. C'est plus au niveau de l'effort qui a été mis. Souvent, un producteur biologique a un éventail de contraintes. Donc, va faire énormément d'efforts pour que son produit, à la fin, il soit tout le temps au top de la qualité, au top de la récolte. Ça, c'est sûr que ça amène des nutriments de plus dans les produits. C'est un peu un gage de qualité, oui, mais c'est pas une vérité vraie que vu que c'est bio, c'est plus nutritif. C'est qu'est-ce qu'on fait par la suite avec. Dans ce respect-là, un artisan, moi, tu sais, je connais les gens avec qui je travaille. Exemple, pour mon mélange multigrain, je travaille avec la ferme Tournevent qui est à Héberville, qui produisent des grains qui sont bio. Ils produisent du lin, du cœur de chanvre décortiqué. Puis je sais que de A à Z, ils font attention à leurs procédés. Ça amène des saveurs qui sont incroyables, ça amène des taux de nutriments qui sont dans le tapis. Puis moi, je sais à quel point ils travaillent dur pour ça. Je suis qui pour la suite pour ne pas Travailler dur aussi. Travailler dur sur le pain, travailler dur sur l'utilisation de leurs produits. Tu sais, il faut que je fasse honneur à qu'est-ce qu'ils font. En fait, c'est valoriser la matière première qu'on achète quand tu pars du principe de vouloir acheter des bonnes matières, de produits bio, qui tu sais qui sont faits, comme tu dis, par des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui veulent vraiment attacher une importance à leur travail. Comme tu dis, qui on est pour pas faire quelque chose de le plus exceptionnel qu'on peut, en fait. Puis, quand on travaille sur le bio aussi, c'est sûr que le prix rentre aussi en ligne de compte. Tu sais, dans le bio, on peut payer jusqu'à quasiment 2 fois plus sur notre matière première. Fait encore une fois, c'est un autre justificatif de prendre notre temps pour faire un beau produit puis ne pas qu'il y ait de gaspillage et tout. Tu sais. C'est vraiment dans cette optique-là que moi, j'ai décidé de travailler dans le bio. C'est pour avoir un certain gage de qualité, puis aller travailler ces produits-là pour qu'ils soient les plus nutritifs possible, pour que le produit final le soit, en tout cas. C'est pour ça que je travaille aussi sur le vin, sur la majeure partie de ma gamme de pain, parce que oui, ça nous prend plus de temps, ça nous prend plus d'attention. Si on prend le pH à chaque matin, à chaque midi, on fait 3 rafraîchis de levain dans notre journée température pièce. Tu sais. C'est sûr, ça prend plus de temps, ça prend plus d'attention, plus de passion, mais pour un résultat qu'on fait honneur à la farine, on fait honneur au grain, on fait honneur
de toute la chaîne, parce que de l'agriculteur jusqu'au produit final qui est le pain, ou même, on peut dire, jusqu'aux restaurateurs qui prennent peut-être nos invendus puis qui les réutilisent. C'est comme une chaîne, même un cycle. Oui, c'est tout un cycle. C'est le double intérêt aussi de ce podcast, c'est de rallier la chaîne, tous les maillons ensemble pour les faire communiquer, pour avoir une meilleure compréhension globale de notre secteur. Et ça va même au-delà de juste de l'agriculteur, du meunier et du boulanger. Comme tu dis, il y a les restaurateurs, puis il y a aussi tous les acteurs, que ce soit un représentant, que ce soit même les gens dans l'industrie, ils font partie de la chaîne. Enfin, pas malheureusement, même ils viennent apporter quelque chose que nous, on ne peut pas apporter. Il faut tout pour faire un monde. Ouais, exactement. Tu sais, ça fait quelques fois qu'on le mentionne, le point de vue financier, parce qu'en ce moment, c'est important de le mentionner. On est dans une semi-crise financière. Les gens ont de la misère à acheter leurs aliments. Donc, est-ce que tout le monde peut nécessairement se payer à chaque jour un pain bio 100% levain? Pas tout le temps. Non. Fait qu'on a besoin d'acteurs qui ont des pains qui sont meilleurs marchés parce qu'ils font du nombre et tout. Tu sais, on fait toute partie d'un écosystème. Exactement. Tu sais, la boulangerie, c'est un écosystème vaste et tellement différent, puis qu'on peut cohabiter ensemble. C'est pour ça que niveau partage de connaissances ou juste discussion de nouveaux produits, de nouveaux trucs, moi, je suis très ouvert par rapport à ça. Exactement. Puis ça nous fait grandir quelque part, même si c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément pensées, des visions qu'on n'aurait pas forcément eues. Donc ça nous fait grandir et comprendre d'autres choses, d'autres moyens, puis ça peut toujours être utile. Ouais. On n'est jamais contre un peu plus de connaissances de toute façon. Exactement, parce que c'est la beauté du métier de boulanger. C'est que même quand tu penses tout connaître, souvent c'est à ce moment-là que tu réalises que tu connais pas tout. Parce que ça rend humble. On en a parlé hier soir, on prend une petite bière relax. Le pain rend humble. Ouais, tu pourrais sortir pendant des mois un pain incroyable, puis une journée, tu vas faire la même chose, mais il y a une petite affaire dans la chaîne que tu n'as pas réalisé que tu fais différemment, puis tu arrives, puis les pains, c'est des crêpes dans le four, puis ça rend humble. Ça rend humble, et puis ça continue, ça donne ce côté, tu sais pas de quoi demain est fait, et tu as envie de... du coup, tu n'as pas cette monotonie en fait. Parce qu'il y en a, ils pourraient dire « Oh, la boulangerie, c'est monotone, tu fais toujours ton même mélange, etc. » Mais en fait, chaque jour, c'est là que la température, l'humidité, tout va tellement avoir un impact plus ou moins grand selon la journée. Mais il y a des fois, tu vas dire « Non, ce bon-là, c'est quasiment pas... Les facteurs sont les mêmes. » Et tu te rends compte que tu as une mauvaise surprise parce qu'il y a un facteur que tu as négligé, parce qu'il y a... Et c'est vraiment quelque chose de super intéressant et qui pousse à continuer d'être passionné. Parce que chaque jour est différent. Quoi. C'est motivant, en fait. C'est un moteur d'avancement. Tu veux tout le temps aller chercher de la régularité, tout le temps des pains tout le temps chouettes. C'est vrai. Après ça, tu vois, en y réfléchissant, c'est vrai, mais pour des boulangers qui veulent travailler peut-être des matières plus nobles, sans améliorant. Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même des gens où tu as beaucoup moins de problèmes avec ça, avec les facteurs que ce soit la température, de l'humidité, parce qu'il y a beaucoup d'améliorants aujourd'hui qui peuvent te permettre de passer outre tout ça, et qui là vont rendre le travail vraiment moins intéressant, parce qu'il y a tu n'as plus d'alchimie à avoir entre tout, entre tes matières, ton environnement, ton processus, parce que tu vas mettre un petit peu de poudre et ça va permettre de... C'est sûr, tu vois, moi je suis... Comme j'ai répondu dans la question bien ou mal, on peut un peu agrandir, parce que juste répondre bien ou mal, c'est un peu contraignant. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. L'améliorant, selon moi, n'est pas nécessairement un ennemi du bon pain. Par contre, à petite dose. À petite dose, à la limite, moi, j'en utilise zéro, puis j'en utiliserai probablement jamais dans ma vie, que ce soit sur ma viennoiserie ou bien mes pains. Mais je peux comprendre que quand tu as un facteur, tu as des salaires à payer, tu dois avoir un certain développement selon certains cadres d'entreprise, tu dois le faire. Moi, j'ai décidé que l'entreprise pour laquelle je suis n'ait jamais besoin de ça. On va avoir une limitation de production éventuellement, on va avoir un maximum de chiffre d'affaires, on va l'atteindre, puis ça sera tout. Après ça, on fait juste continuer sur cette lancée-là, puis on bonifie les conditions des employés ou peu importe, mais notre but, c'est pas d'être une boulangerie qui produit des milliers et des milliers de pains par jour, puis ça ne le sera jamais. Fait que ça nous coupe un peu sur les améliorants, tu vois, on n'a pas moins besoin de... Est-ce que aussi les améliorants, ça permettrait pas aussi de juste répondre à un manque de connaissances sur certaines choses, tu sais, c'est pas toujours évident
quand on sait le faire, ça paraît évident, mais de faire du levain, de régler ses températures, ses processus de fabrication, ses temps de pétrissage, savoir si ta pâte elle est surpétrie ou pas surpétrie, si tu as besoin de plus d'eau, etc. C'est toutes des choses qui prennent un peu de temps à apprendre, qui ne sont pas toujours évidentes. Quand on le sait et quand on le fait, ça devient une habitude et pour nous c'est très simple. Mais est-ce que aussi l'améliorant, ça permettrait pas à des gens qui n'ont pas forcément les connaissances ou l'envie de les apprendre, de juste... C'est sûr qu'en ce moment, tu regardes un petit peu le paysage québécois de la boulangerie. Tu vas réaliser que tout boulangerie va chercher des employés. C'est sûr, là, je suis pas dans les extrêmes, mais dans les absolus. Mais trouver des boulangers qualifiés, c'est très dur en ce moment au Québec. Puis c'est des délais. Parce que souvent, on va aller voir en France, on s'en va faire une offre d'emploi en France. Puis après ça, tu as les délais des visas. Fait que c'est sûr que niveau emploi, il y a une problématique. Puis pour certaines entreprises, justement, standardiser les procédés grâce aux améliorants peut les aider à engager justement quelqu'un qui a moins d'expérience en boulangerie pour avoir des deux mains puis les utiliser pour faire du pain. C'est sûr, ça aide là-dedans. Le contexte de main-d'œuvre actuel est probablement un peu en cause par rapport à l'utilisation des améliorants. C'est probable, effectivement. Et justement, on parle du procédé de fabrication. On parlait de nutrition justement avec le fait de choisir des bonnes farines, etc., des bonnes matières premières. Tu l'as dit, c'est pas le seul facteur qui va faire que ton pain soit nutritif ou non. Ça va être ta façon de produire et de fabriquer ton pain. Meilleure digestibilité du pain, on sait que ça va passer par ta fermentation, par tes techniques de pétrissage. Tu pourrais nous en parler un peu plus, toi, des longues fermentations, du levain, etc., ce que ça pourrait apporter, comment le faire? Avec plaisir. En fait, nous, à la boulangerie, on a décidé vraiment on a transitionné à partir de... C'était en juillet 2023. On a tout mis à terre la gamme de pain qu'il y avait là avant dans la boulangerie. On a décidé de partir quasiment de zéro avec des nouveaux pains, des nouvelles procédés. C'est risqué, mais une vie sans risque. Ouais. Une vie sans risque. Oui, exactement. C'est un peu plus plate. Puis, tu sais, là, j'ai 25 ans. Je suis dans, justement, en anglais, on dit bold and young. Avoir du front et être jeune. Fait que je suis un peu là-dedans en ce moment. Fait que là, on a comme un peu mis de la gamme à terre. On a tout refait des recettes avec... on a changé la farine aussi. On est beaucoup avec la Rémy sur meule de pierre. Fait que plus nutritif. T'as des micronutriments incroyables là-dedans. Fait que là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On travaille au levain. Fait que ce que ça fait, ça prédigère le gluten un peu à ta place. Avec les amylases, ça va sectionner les chaînes de gluten. Puis ça va faciliter la digestion. On utilise des farines sur meule de pierre. Donc, ils ont des nutriments à l'intérieur. Ils ont tout, en fait, tout ce qui est bien dans le blé. On l'a encore dans cette farine-là. Comparé que certains types de moulins vont aller retirer le germe de blé, vont l'envoyer dans l'industrie pharmaceutique. Avec la meule de pierre, c'est quasi impossible de faire ça. Donc, on a une farine vraiment avec le germe de blé, avec tous les bons... avec tous les bons nutriments. Oui, les bons nutriments, oui. Les bons nutriments qu'il y a dedans. Puis en plus, nous, on travaille beaucoup. On a un pétrin 10 spirales pour faire ça. Pour pétrir, on est tout le temps en première vitesse quasiment. Là. On va rarement en deuxième vitesse parce que le pétrin oxyde énormément la pâte. Tout à fait. L'oxydation tue les nutriments puis les rend plus fragiles pour l'absorption du corps humain. Puis là, nous, on fait la transition dans les prochains mois d'un pétrin à bras plongeants. Donc, c'est vraiment, encore une fois, pour pousser le plus possible vers la nutrition de l'être humain pour qu'il y ait moins d'oxydation de la pâte, pour avoir une meilleure alvéolage aussi. Fait que, tu sais, on a comme tout fait ces petits moves-là, ces petites actions-là pour tout le temps avoir un pain qui est le plus digeste possible par l'être humain. Fait que du levain jusqu'à l'utilisation, puis les temps de fermentation, tu parlais de longue fermentation. Nous, on travaille pas à 100% sur les longues fermentations. Des fermentations, nous, qui avoisinent 24 heures, des fois un petit peu plus longtemps, un peu moins longtemps. Ça va, ça pourrait être plus long aussi. C'est juste que nous, on fait du pointage, température pièce pendant des heures. Puis on travaille 100% sur le vin, sur la plupart de notre gamme. On travaille beaucoup sur la température pièce, on bloque au froid après façonnage. Fait que, il y a eu un beau développement. Les organismes sont comme dans leur prime, là, ils sont comme wouhou! Ils sont prêts à faire la guerre, t'sais. Puis on prend notre pH pour être sûr que notre levain soit toujours dans ses tops. Puis plus on fait on fait comme 3 rafraîchis sur notre levain.
Puis ça fait que c'est un levain qui est très lactique. À la place d'aller vers l'acide acétique, c'est ça un petit peu le... Tu sais, quand tu goûtes un pain qui est très, très, très acide, souvent, c'est que le levain est allé dans un côté acétique plus que lactique. Nous, vu qu'on le garde température pièce toute la semaine, il ne rentre jamais au frigo. Puis en plus, on fait plusieurs rafraîchis dessus. Ça nous permet d'être très souvent dans le lactique, puis très rarement dans l'acétique. Ça nous fait un pain qui est très, très goûteux sans avoir trop d'acidité. Ouais. D'ailleurs, tu me fais penser à ça en décrivant absolument parfaitement tout le processus de fabrication, puis le goût de ton pain, etc., que tu nous as amené du pain, et qu'on pourra déguster ça, et qu'on pourra quand même pouvoir voir justement si tout ce que tu me dis, c'est pas du bullshit. Tu sais, il y a tout le temps un peu 50% de bullshit. Hein. Il faut vendre notre produit, il faut vendre la personne. Hein, c'est ça, c'est genre dur. Hein. Tu sais, la magie de la caméra, hein, c'est ça. Tu sais, ça paraît pas sur la caméra en ce moment, mais j'ai 10 kilos de plus. Hein. Puis il y a toujours une bière. Ouais, exactement, en plus. Non, mais tu vois, pour en revenir à ça, ce qui me passionne et ce que je trouve vraiment de plus en plus intéressant, ce qui m'a donné de vouloir faire ce podcast, etc., c'est que on a tu vois, t'as 25 ans, la jeunesse en boulangerie, même les moins jeunes, hein, en vrai, on a quand même un intérêt de plus en plus profond sur le fait de faire du pain nutritif, de comprendre ce qui se passe, l'alchimie qui se passe dans ton pain, dans ta fabrication de ton pain, dans tout ce qui va faire que ton pain sera plus digeste. Tu vois, on parle de techniques où tu prends le pH, c'est des choses qu'on faisait beaucoup moins à l'époque et que vraiment je trouve que c'est démocratisé, il y a une sensibilité à ça qui est devenue vraiment beaucoup plus importante avec des gens qui apportent ça et je trouve ça super intéressant d'ailleurs. Puis c'est ça qui est beau, c'est qu'on en apprend tous les jours dans les techniques de fabrication pour suivre des gens comme les ambassadeurs du pain, Armandion Pimenta. Ils t'amènent des techniques, des façons de faire. Des philosophies aussi. Ouais, des philosophies, tout à fait, qui sont tellement intéressantes et qui apportent beaucoup sur la boulangerie et tu te rends compte qu'en fait, il nous reste tellement à apprendre en boulangerie sur comment faire on sait comment faire du bon pain nutritif, mais je pense qu'on va encore en savoir plus avec le temps et on va... On est dans une révolution aussi en ce moment. Là, on retourne à l'ancienne. Exact, On retourne à l'ancienne, puis après ça, en partant de là, ça nous permet d'aller dans une voie complètement différente. Il y a eu un mouvement de fabrication de pain que, après-guerre et tout, qu'on est allé vers l'industrialisation du pain. Si on est capable d'aller avant ça, puis prendre un autre chemin que l'industrialisation, puis aller développer justement un côté plus artisanal, plus le vin, on va faire des découvertes, c'est sûr. Plus il va y avoir de gens motivés qui vont partager leurs découvertes, mieux ça va être. Puis on parlait tantôt avec le bien ou mal, qui est une rubrique, selon moi, parfaite. Là. En fait, tu vois, on a parlé un peu des réseaux sociaux. Les influenceurs du pain, là, selon moi, c'est super bien en ce moment sur l'évolution du pain. Parce que ça amène de nouvelles méthodes. Ça amène aussi une curiosité des gens. Tu sais, on est habitué maintenant à avoir tout le temps notre cellulaire dans nos mains, à regarder sur Instagram. Fait que là, tu vois des gens, même si tu fais du pain à la maison, tu vois, mettons, des pains avec des farines plus typées, des pains qui sont plus cuits aussi, qui sont super, super beaux, puis qui sont, tu sais, dans la description souvent des photos, tu as aussi des notes de saveur, des trucs comme ça. Fait que ça amène vraiment les futurs clients ou les clients potentiels à vouloir un pain qui est différent, vouloir un pain qui est plus typé un petit peu aussi. Puis ça amène, comme tu le dis, ça amène surtout une curiosité forte des gens en fait, parce que quand il y a beaucoup de nouveautés, puis même pour nous en soi les boulangers, ça nous donne beaucoup d'idées, ça nous donne beaucoup de petits tips. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à faire ça comme ça. Et en fait, c'est comme un mélange de plein d'influences que ce soit des gens qui ont fait, de ce que toi tu connais déjà, pour après reconstruire des choses intéressantes. Puis souvent aussi, comme j'aime le dire, le métier de boulanger, c'est un métier de partage. Fait que souvent, ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est que la personne peut être n'importe où dans le monde. Tu peux lui envoyer un message, tu peux dire « Hey, t'as-tu des trucs par rapport au pain que tu viens de poster, ou t'as-tu des trucs, t'as-tu des conseils? » Puis ils vont les donner souvent avec plaisir parce que la transmission du savoir boulanger, c'est une des seules manières qu'on ait une pérennité dans notre métier. Sinon, on recommence tout le temps à zéro. On recommence tout le temps à zéro sur les connaissances et tout, puis on perd du temps. Fait que non, c'est vraiment très important dans le partage. OK. On parle là des influenceurs, mais moi, si je voudrais retourner plutôt aux consommateurs, tu vois, je voulais savoir, moi, comment tes clients, ils voient ta façon de penser, ton envie de créer des gammes plus nutritives, ta façon d'apporter la boulangerie.
et l'intérêt du pain, comment les locaux janois, on dit comme ça, Les Janois, ouais. les janois voient ça, eux, est-ce qu'il y a quelque chose qui sont vraiment dans ce mood-là ou... Je te dirais qu'il y a une bonne partie de la clientèle que c'est ça. Ils posent beaucoup de questions. De plus en plus, ils posent des questions. Puis aussi, pour moi, c'est important que dans la boulangerie, ce ne soit pas juste la personne qui est à la caisse, la vendeuse, qui fasse la caisse. Ou, tu sais, notre labo, notre place pour faire du pain, là, il est accessible à la vue des clients. Fait qu'ils peuvent nous poser des questions. On les approche aussi pour leur parler de nos démarches. Fait que tout ça, ça amène un questionnement puis ça amène une curiosité chez nos clients réguliers. Puis c'est vraiment intéressant, tu sais. Fait que les Janois, de plus en plus, s'intéressent à avoir un pain de qualité, un pain au levain, puis à poser des questions avec qu'est-ce qu'ils mettent dans leur assiette, pourquoi ils devraient choisir un peu le pain que nous, on fait dans la boulangerie. OK. Justement, là, quand on voit de la clientèle qui est vraiment intéressée, qui comprend ce genre de démarche, toi, tu penses qu'au sens large, les gens sont prêts à retourner vers de la boulangerie et à quitter un petit peu à retourner aux petits producteurs, à la boulangerie, vraiment le local, pour arrêter tout ce qui est supermarché, ou du moins limiter dans leur achat, leur consommation, les produits qu'ils peuvent trouver dans les petits commerçants comme ça? Tu penses qu'ils sont prêts à ça, un changement comme ça ou pas? Moi, je pense que oui, mais très graduel. Dans l'optique où, comme on a mentionné déjà, le pain de boulangerie est un petit peu plus dispendieux, les gens sont un petit peu plus serrés au niveau de leur budget. Moi, ce que je pense, c'est que graduellement, si on est capable de changer le pain de la fin de semaine, admettons, oui, la semaine, utilise ton pain bonbon et tout, puis la fin de semaine, tu t'offres un beau pain frais au levain, qui est un petit peu plus dispendieux, oui, mais c'est comme un bonus de ta fin de semaine. T'sais. Moi, je pense que ça va être là-dessus qu'on va pouvoir avoir les clients. Puis une fois que comme que la période plus incertaine arrête, là, ils vont pouvoir commencer à vraiment en avoir à chaque jour, peu importe. Tout est graduel. T'sais, dans toute nouvelle habitude, là, il faut tout le temps que ça soit graduel, ou sinon ça choque la personne, ou ça fait... Ils vont décider de ne pas venir au lieu d'encourager plus régulièrement. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, effectivement. Faire ça pas à pas, pain après pain, c'est ça. Un pain après l'autre, comme on dit. Ouais, exactement. Puis, pour changer les habitudes de consommation, c'est pas quelque chose d'évident de changer d'habitude et pour les consommateurs en général. Puis comme on le dit, on est dans un moment où la vie coûte cher et c'est pas évident de se nourrir. On aimerait tous se nourrir bien mieux, convenablement, avec les vrais meilleurs produits, les bons produits, mais on n'a pas toujours les moyens, c'est pas toujours évident d'acheter un pain, comme tu dis. Mais effectivement, acheter des pains une fois par semaine, tu te fais un petit plaisir, tu vois. Tu invites tes amis, tu t'achètes un bon pain pour accompagner des bons produits comme on fait là, tu vois. Je pense que c'est comme ça, petit à petit, tu prends goût et puis avec le temps, en espérant que la situation financière s'améliorera, bien évidemment, tu peux changer les mentalités, puis aussi en touchant des jeunes, changer la mentalité des jeunes. Je pense que les jeunes sont déjà bien partis dans cette mentalité-là, de toute façon. Donc après, c'est plus compliqué de toucher des personnes qui font ça depuis toute leur vie. Et nous, en tant que coopérative aussi, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est d'essayer de limiter le plus possible l'augmentation des prix du pain. Ouais. On a décidé cette année de vraiment quasiment rien augmenter pour permettre aux gens de continuer à acheter le pain et à bien se nourrir. On s'est dit, on va avoir moins de bénéfices nets à la fin de l'année, mais and what? On veut une entreprise qui dure dans le temps. On n'est pas à l'année près. Fait que notre but, c'est vraiment de faire partie du paysage janois, puis de leur offrir du pain bio au levain, puis que ça reste relativement abordable pour eux. C'est un petit peu notre petit move qu'on fait. C'est votre petit move, et puis c'est aussi dans tes valeurs à toi, dans ta façon de voir la vie même en général. Et c'est pour ça que je voudrais en passer tout de suite à la troisième rubrique, la rubrique... Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux. Partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés, car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants.
Merci encore pour votre fidélité à Ferment Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt. Vous arrivez à la fin de la deuxième partie du premier épisode de Ferment Mind. La troisième partie sera disponible très bientôt, alors restez connectés.